L'assurance vie est-elle un paradis fiscal? Alors évidemment, c'est difficile de parler de paradis financier, mais il y avait des avantages fiscaux il y a 20 ans à souscrire une assurance vie, qu'on n'a plus aujourd'hui, il faut voir maintenant sa fiscalité baissée. Donc nous allons en parler avec Alain Regnault, bonjour, et Claude Lagadec, bonjour. Alors Alain Regnault est le directeur général d'AGEAS France, c'est l'ancien Fortis Assurance, et Claude Lagadec est fiscaliste chez Cortal Consort. C'est des établissements que vous connaissez bien. Nous attendons Lisa Vesson-Beltu, qui est responsable de l'ingénierie du conseil chez BNP Paribas Banque Privée, qui parlera de l'assurance vie et de la succession. Mais nous allons commencer par faire un petit retour en arrière sur l'historique de la fiscalité de l'assurance vie pour qu'on comprenne bien où on en est aujourd'hui. Alain Regnault, c'est à vous. Vous avez posé le problème, je dirais, de l'assurance vie sur les 20 dernières années. Donc c'est l'occasion de revenir en arrière. Alors, juste dans le plan de la présentation, d'abord sur la suppression de l'avantage fiscal sur les versements, qui est une première étape, la fiscalité sur l'assurance vie, la fiscalité en cas de décès et la partie sur la résidence. Alors si on va directement... Ici, vous avez alors l'âge d'or de l'assurance, c'est-à-dire qu'à une époque, pour faire de l'assurance vie, on sollicitait les gens et on leur donnait des avantages de crédit d'impôt pour bénéficier, je dirais, de l'assurance. C'est-à-dire que jusqu'en 1996, il y avait 610 € de crédit d'impôt plus 150 € par enfant en charge en cas de souscription à un contrat d'assurance vie. Et à partir de 1996, a été mis une loi, qui est loi de finances, qui a limité, je dirais, cet avantage aux gens qui avaient un impôt inférieur à 1070 €. Suite à ça, eh bien, on a eu la loi de 97, donc ça nous ramène un petit peu plus avant, qui est limitée, je dirais, au prix périodique, c'est-à-dire que les contrats d'assurance vie en prix public n'avaient plus le droit à cet avantage. Il n'y avait plus que les versements programmés et prix périodiques qui avaient la possibilité. Et jusqu'en 2004, l'ensemble de ces avantages, ces crédits d'impôt sur les contrats d'assurance vie ont été supprimés. Alors, un autre élément, il y en a encore un que peu de gens, je dirais, ont oublié, c'est qu'on peut encore bénéficier de cet avantage sur un contrat d'assurance vie, à condition de souscrire un contrat d'épargne handicap ou de rente sur vie. Aujourd'hui, ceux qui ont une carte de véhicule et autres peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 1525 € d'impôt, je dirais, en moins, en crédit direct. Bien sûr, c'est un cumul. D'un côté, vous avez un contrat d'épargne, de l'autre côté, une sortie en rente. Alors, aujourd'hui, les avantages sur les versements, il n'y en a plus. Alors, nous allons aborder maintenant la partie de la fiscalité du contrat, et où on en est passé au fil des années. Alors, la première chose, c'est que au niveau de ces contrats d'assurance vie, jusqu'en 1998, c'est pas très loin, jusqu'en 1998, était une exonération totale sur l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que les revenus, je vous dirais, la fiscalité était très attractive. Alors aujourd'hui, elle est différente. Aujourd'hui, elle est encore avantageuse, on le verra par rapport à d'autres produits. Il y a un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5% qui est pris, avec un abattement de 4600 € par personne, je dirais, et 9200 par couple, en tant qu'encore. Si vous ne voulez pas, je dirais, payer cet impôt, il y a des solutions. Les produits, je dirais, qui existent en assurance vie, c'est le produit DSK, LSK. Alors, une seule particularité, il n'y a pas d'impôt, mais vous avez une obligation d'investir sur des produits actions pour DSK à 50% et DSK à 30%, et surtout avec une exposition risque un peu plus importante sur ce type de produit. L'avantage de ces produits, c'est qu'à la sortie,
vous n'avez pas, je dirais, d'impôt. Le prélèvement libératoire de 7,5% d'aujourd'hui, je dirais, n'existe pas. Toujours dans la fiscalité encore de vie du contrat, je pense que vous avez vu les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux n'ont pas cessé d'augmenter. Depuis le 1er octobre 2011, ils sont passés de 2,3% à 13,5% aujourd'hui au niveau de ces prélèvements sociaux. Autre élément important que encore des gens n'ont pas intégré, c'est hier, il y avait une taxation des produits des fonds euros sur les contrats mono-support. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque année, il y avait cette taxation de prélèvements sociaux. Et sur les contrats multi-supports, ils n'étaient pas concernés. Le fonds euro des contrats multi-supports n'était pas concerné. Depuis la loi du 1er juillet 2011, eh bien aujourd'hui, les fonds euros des contrats multi-supports sont taxables. Alors, sur la partie, je dirais, à la fin de chaque année. Et là, l'assureur devra, je dirais, le jour où votre contrat arrivera, où vous faites un rachat total, devra calculer l'impôt global. C'est un peu compliqué. Donc, aujourd'hui, hier, on disait, allez dans les contrats du support, il n'y aura pas de taxation de votre fonds euro. Aujourd'hui, votre fonds, par anticipation, votre fonds euro sera taxé. Autre point, dans les nouveautés, on rentre là maintenant dans les nouveautés. Au niveau de la fiscalité, pour ceux qui sont à l'ISF, les contrats d'assurance vie, il y avait un flou. Il y avait un flou, je dirais, que la Cour de cassation a rectifié. C'est-à-dire que hier, quand il y avait un contrat qui était nanti, on estimait que ce contrat n'avait pas lieu de paraître à l'ISF, ou quand il y avait une acceptation d'un bénéficiaire, n'entrait pas dans le champ de l'ISF. La Cour de cassation, au mois de mars 2011, a clarifié la position, et fait en sorte qu'aujourd'hui, même sur un contrat nanti ou avec une acceptation de bénéficiaire, elle rentre dans le périmètre du calcul de l'ISF. La fiscalité en cas de décès, maintenant, on a vu la durée de vie du contrat, maintenant, on arrive au moment du décès. Qu'est-ce qui a changé 98, juste, on a oublié, et juste en 1998, les capitaux décès n'étaient pas taxés. Il n'y avait pas de taxe jusqu'en 1998. C'est à partir de 1998 que nous avons commencé à découvrir, je dirais, par rapport à cet article dont on reviendra souvent cette journée, 990i du Code général des impôts, où là, je dirais, il y a le seuil de 152 500 euros qui est exonéré jusqu'à 152 500 euros, à condition que les primes ont été versées avant 70 ans, sont exonérés. Et après, il y a une taxation à 20%, au-dessus de 150 euros. Et là, la nouveauté, depuis quelques mois, qui est en charge, depuis le 1er août 2011, c'est qu'il va y avoir ce nouvel article du 990i du Code général des impôts, avec une deuxième taxation, une taxation à 25%. Alors, donc l'instruction fiscale, je dirais, devrait préciser, moi j'ai deux fiscalistes, peut-être qui m'éclaireront tout à l'heure, l'instruction fiscale devrait préciser la date mort, c'est-à-dire qu'il y a de logique, est-ce que ce nouveau seuil de 902 000 s'additionne aux 152 000, c'est ce qu'on pourrait penser, ce qui ferait en sorte que tout capitaux d'essai supérieur à 1 million d'euros serait taxé à 25% au lieu de 20%. Autre élément, et pas les moindres, c'est la clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire, c'est-à-dire que la première loi de finances rectificative de 2011 pose le problème, je dirais, entre l'usufruitier et les propriétaires, et maintenant devront se partager, je dirais, l'abattement du 990i, et donc ce qui va remettre en cause un petit peu l'idée que beaucoup ont fait, je dirais, au fil des années, de démembrement.
les autres points, en 2010, et c'est tout récent, hein, on voit bien quand même que la crise financière est passée par là. Hein, depuis 2-3 ans, il y a énormément de taxation des revenus financiers au sens large. Depuis le 1er janvier 2010, maintenant, il y a une taxation de prélèvements sociaux à 13,5 en cas de décès, qui n'existait pas avant 2010. Pas sur les capitaux d'essai, hein, sur les produits. Produits des capitaux d'essai. Produits, excusez-moi. Produits des capitaux d'essai. Ah, c'est bien écrit, produits des capitaux d'essai. Maintenant, les prix après 70 ans, hein, c'est-à-dire que les prix versés après 70 ans, eh bien, il y a la règle des 30 500 € qui sont exonérés. Qui sont exonérés après 70 ans. Et la taxation, je dirais, toutes les sommes supérieures à 30 000, et aussi les prélèvements sociaux au titre des revenus, qui est très élevé. Donc, autres éléments qui viennent d'arriver, c'est les contrats des non-résidents au niveau de taxation en 2011, jusqu'à 2009, la loi rectificative de 2009. De 2009, je dirais, aujourd'hui, pour les États qui, non coopératifs, il y a une taxation de 50% sur les produits, quelle que soit la durée. Et la fiscalité en cas de décès, cette première loi rectificative 2011, c'est-à-dire que le bénéficiaire est soumis maintenant au 990 du Code général des impôts, c'est-à-dire ce seuil de 152 500 €, qui était hier un non-résident, n'était pas concerné par ce seuil. Aujourd'hui, il rentre dans le seuil de cet article. Ce qu'on peut dire, c'est, par rapport à cette fiscalité que vous voyez, c'est que depuis 20 ans sont écoulés, la fiscalité de l'assurance vie s'est dégradée. Mais je voudrais quand même être positif. C'est-à-dire la fiscalité au sens large aussi s'est dégradée sur tous les produits de placement. Malgré tout, quand on regarde et qu'on compare ce qu'on va faire un petit peu ce matin, la fiscalité de l'assurance vie à d'autres produits de placement, elle bénéficie encore d'avantages concurrentiels non négligeables comparés à d'autres produits de placement. Merci. Merci Alain. Maintenant, nous allons aborder la question de la préparation de la retraite. L'assurance vie souscrit souvent ensuite des retraits réguliers. Donc, je passe la parole à Claude Lagadec. Merci Aline. C'est une question très importante que vous posez là, le rapport entre l'assurance vie et la retraite. Alors, je me permets de vous saluer, de vous remercier de votre présence en cette heure matinale et en cette matinée webistique. Alors, souscrire un contrat d'assurance vie pour préparer sa retraite, c'est un des objectifs majeurs de nos clients, et on peut les comprendre quand on envisage l'évolution du régime de retraite par répartition, et quand on considère, on sait que l'assurance vie, c'est avant tout un produit d'épargne moyen à long terme. Donc l'idée de préparer sa retraite, de se constituer un capital futur avec l'assurance vie, c'est une très bonne idée. Alors il y a des questions qui se posent. On a dit ça, deux questions majeures. La première, c'est quel va être le rendement futur, parce que je peux attendre mon placement de l'assurance vie. Et là, bien évidemment, si on se passe sur un horizon de 10, 20 ou 30 ans, on est totalement incapable de répondre à cette question de manière sérieuse. Alors, si on pratique une petite analyse rétrospective sur ces 10 dernières années, malheureusement, les rendements des contrats d'assurance vie ont eu tendance à baisser, puisqu'en gros, on est passé d'un rendement moyen sur le fonds euro il y a 10 ans aux alentours de 5,30%. L'année dernière, je crois que c'était 3,40%. Donc il y a une baisse de ces rendements et on envisage malheureusement une continuation de cette tendance dans les années futures. Ceci étant, si on compare le rendement des contrats assurés avec les autres actifs, tout compte fait, le fonds euro s'en sort pas si mal que ça. Il y a mieux, mais il y a pire aussi. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, elle concerne l'évolution de la fiscalité. Une fois que j'ai rangé les revenus, les
quelqu'un sur mon contrat d'assurance vie, je voudrais savoir à quelle sauce fiscale je vais être mangé. Et là aussi, si on est un peu sérieux, il est totalement impossible de prévoir, de dire ce que sera la fiscalité de l'assurance vie dans 30 ans, dans 20 ans, voire même dans 6 mois. Alors, les assureurs ont quand même un petit pouvoir de lobbying compte tenu de la part de la dette d'État qui est logée dans l'assurance vie. Vous avez raison, mais honnêtement, c'est très difficile de savoir ce que c'est la fiscalité de l'assurance vie dans 20 ans. Il y a deux niveaux d'analyse. Le premier niveau qui est analysé à Rio, qui sont les prélèvements sociaux, je ne reviens pas, et puis le deuxième niveau qui est la fiscalité pure et dure. Et là aussi, si on fait une analyse rétrospective et rapide de ce qui s'est passé, on s'aperçoit que tout compte fait, la réforme récente a peu touché sur ces derniers mois la fiscalité des retraites. Moi j'ai noté deux ou trois idées que je voulais vous soumettre de poche de souplesse. En fait, quand on est quand on a peu de visibilité sur l'avenir, la seule solution c'est d'avoir un produit qui soit complètement souple. Et l'assurance vie présente un certain nombre de souplesses, y compris sur le plan fiscal. Trois exemples très simples et très rapidement. Premier exemple, l'assurance vie est une enveloppe de capitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous effectuez un arbitrage, ça suppose que vous ayez investi dans un contrat dit multi-support, c'est-à-dire un contrat qui propose un fonds euro d'un côté et des unités de compte de l'autre, c'est réel, des titres en direct. Ce type de contrat s'est développé ces dernières années et c'est heureux. Dans ce cas-là, lorsque vous faites un arbitrage et que vous constatez un gain, vous n'êtes pas taxé. Si je passe de mon fonds euro, j'investis mon fonds euro, je constate un gain et j'investis sur les OPCVM actions, par exemple, je ne serai pas taxé sur cette opération. C'est à comparer, par exemple, à ce qui se passerait si je faisais la même opération dans un portefeuille de dollars immobilières. Là, je vais être taxé dès le premier euro de plus-value. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que à partir du moment où j'effectue un rachat, là, je rentre dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Et je ne vais pas être taxé sur la totalité de mon rachat, je ne serai taxé, entre guillemets, que sur la quote-part des intérêts que je retire. Et ça résulte d'une intense négociation il y a quelques années avec l'administration fiscale. L'administration fiscale a admis ce principe, et c'est heureux. Et puis, la troisième souplesse sur laquelle je voudrais revenir, c'est que quand vous faites un rachat sur le contrat d'assurance vie, vous avez en gros le choix entre deux régimes fiscaux. C'est vous qui décidez. Soit vous décidez d'être taxé selon parler à l'un tout à l'heure, à savoir un prélèvement libératoire forfaitaire qui est dégressif en fonction de l'ancienneté de votre contrat, c'est-à-dire je suis taxé à 35% sur les intérêts retirés lors des 4 premières années de mon contrat, puis ça passe à 15% entre 4 et 8 ans. Ce 15% est à comparer encore une fois à la taxation sur les valeurs mobilières, puisque le taux proportionnel est lui de 19%, soit vous êtes taxé éventuellement à un taux de 7,5% si votre contrat plus de 8 ans. Donc ça c'est la première option. Mais il y en a une deuxième, il ne faut pas l'oublier, avec des ébattements seulement de 4 600 € annuels ou de 9 200 € si on est un couple marié ou paxé. Tout à fait. Mais il y a une deuxième option, il ne faut pas l'oublier, c'est que vous avez toujours la possibilité de décider d'être taxé selon le barème de l'impôt. Et ça peut, dans certains cas, être intéressant. Et c'est tout simple, puisque c'est vous qui choisissez cette option au moment de votre achat. Quand est-ce que c'est intéressant? Je prends juste un exemple très simple pour illustrer mon propos. Vous faites un rachat dans les 4 premières années. Si vous optez pour le prélèvement libératoire forfaitaire, vous serez taxé à 35% plus le PFL. Alors que si vous avez par exemple une tranche marginale d'imposition à 30% ou inférieure, dans ce cas-là, vous avez tout intérêt à opter pour l'intégration au barème de l'impôt. Ce travail, ça se passe comment? C'est que vous devez connaître, bien sûr, votre revenu fiscal net au niveau de votre foyer fiscal et bien sûr votre tranche marginale d'imposition. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire avec votre conseiller fiscal ou votre conseiller financier. Petite information d'actualité sur le sujet. Cette semaine, on a appris qu'il y avait, dans le cadre de la loi de la finance 2012, un amendement qui avait été déposé, donc qui n'est pas encore adopté, et que cet amendement prévoyait non pas l'augmentation des taux
le prélèvement libératoire forfaitaire dont je vous parlais, mais en fin de compte, un allongement de la durée, c'est-à-dire qu'on passerait de 4 à 6 ans pour bénéficier du taux de 15% et de 8 à 10 ans pour passer du taux de 7,5%. C'est un petit coup dur pour le contrat d'assurance vie. Ceci étant, a priori aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation de la fiscalité, mais bien a priori aujourd'hui. Et quand on analyse un petit peu très succinctement cette nouveauté, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ça renforce et ça incite, et ça renforce le caractère d'épargne longue des contrats d'assurance vie. Juste avant de terminer, juste un petit point. Vous savez que vous avez la possibilité de sortir de votre contrat d'assurance vie sous la forme de rente viagère. Ce n'est pas la solution optimale, mais c'est une possibilité. Sachez que dans ce cas-là, si vous convertissez votre contrat d'assurance vie en rente viagère, vous êtes sous le régime de la fiscalité des rentes viagères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment, on va regarder le moment où vous bénéficiez pour la première fois de l'âge auquel vous bénéficiez pour la première fois de cette rente viagère, et on va calculer, l'administration fiscale va calculer un abattement sur la pension que vous recevez. Et de mémoire, si on se place entre la tranche d'âge entre 60 et 60 ans, et l'âge, a priori, sur lequel on partira à la retraite, eh bien, vous êtes taxé sur un montant qui est égal à 40% de cette rente que vous recevez. Vous êtes taxé, bien sûr, obligatoirement au barème de l'impôt sur le revenu. Voilà, j'en ai fini. Juste en guise de conclusion, pour rebondir sur ce que disait Alain, je dirais qu'effectivement, malgré les évolutions un peu négatives de ces dernières années, moi je pense qu'effectivement l'assurance vie reste un produit qu'il faut regarder, l'idée d'investissement qu'il faut regarder avec beaucoup d'intérêt, pour plein de raisons. Je pense que Lida va nous en parler dans quelques instants, mais aussi pour préparer sa retraite et pour bénéficier d'une retraite heureuse. Merci de votre attention. Merci Claude. Oui, notamment n'oubliez pas cette possibilité de fractionner vos sorties en capital. Alors maintenant, nous passons la parole à Lida Besson-Belkin, qui va nous parler de l'avantage de l'assurance vie sur les successions qui reste encore très fort et qui est renforcé quelque part par l'augmentation de la fiscalité sur les successions. Alors effectivement, on vient de voir que l'assurance vie est un excellent outil pour préparer sa retraite. C'est aussi un excellent outil pour préparer sa succession dans des conditions tout à fait avantageuses. Alors pourquoi tout à fait avantageuse? Parce que, comme vous le savez, nous venons d'avoir une réforme importante de la fiscalité du patrimoine qui a eu pour impact d'alourdir de façon tout à fait significative la fiscalité en matière de succession. Jusqu'à présent, lorsqu'on anticipait en fait une transmission, on pouvait procéder à des donations et profiter d'avantages qui provenaient de l'existence de réductions de droits. Donc lorsque vous faisiez des donations un peu en avance, très souvent vous pouviez obtenir une réduction de droits de 50%, ce qui était tout à fait intéressant. Ces réductions de droits ont été supprimées. La deuxième nouvelle règle qui s'applique depuis cette réforme, c'est que le barème qui allait jusqu'à 40%, au-delà de 1,8 million de transmission par bénéficiaire, et bien ce barème a été par ailleurs alourdi. Donc les deux dernières tranches ont été augmentées. La tranche de 35% qui venait frapper les transmissions de 800 000 à 1,8 million passe à 40%. Et au-delà de 1,8 million, nous étions à 40%, nous passons à 45%. Je pense que sur le plan européen, nous sommes au top de ce qui peut exister en matière de transmission. Ça signifie que, en gros, aujourd'hui, au-delà de 1,8 million, le montant qui sera prélevé sera de 45% en ligne directe. En matière d'assurance, l'assurance n'a pas échappé à un alourdissement aussi de sa fiscalité en matière de transmission, sauf que on est quand même à des conditions bien moins lourdes. À savoir que, en matière d'assurance, vous bénéficiez toujours de l'abaissement de 152 500 € par bénéficiaire, ce qui est très important. Et puis, au-delà, vous aviez jusqu'à présent, avant la réforme du patrimoine, un prélèvement de 20%. Donc avant, on comparait quoi? On comparait ce prélèvement de 20%
la fiscalité en matière de transmission, le taux le plus élevé était de 40%, et si on faisait des donations anticipées, on bénéficiait d'une réduction de droit de 50%. Donc on comparait quelque chose qui était à peu près équivalent. On avait 40% en matière de transmission par donation dans les meilleures conditions, à 20% de l'autre côté en matière d'assurance. Sauf que là, tout ça est terminé, il n'existe plus de réduction de droit, et donc on va comparer quoi? Un taux de 25% en matière d'assurance sur les capitaux d'essai après un abattement de 152 000 euros, et au-delà de 1 million d'euros, on va comparer ce taux de 25% à un taux de 45%. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'assurance en matière de transmission, si dans le cadre des prochains textes, on n'a pas de nouveau un alourdissement de la fiscalité en matière d'assurance, c'est un très très bel outil en matière de transmission. L'autre élément qui est important, c'est que lorsque vous versez des fonds dans un contrat d'assurance vie, eh bien vous en gardez la disposition. Rien ne vous empêche de procéder à des rachats, et combiner effectivement la transmission avec un objectif de financement de la retraite, c'est juste parfait comme approche. Vous conservez la disposition des capitaux, et les capitaux au décès sont transférés avec une fiscalité tout à fait avantageuse. Donc voilà en gros l'intérêt en fait de l'assurance vie. L'autre intérêt qui a été un tout petit peu tout de même égratigné par le dernier texte, et c'est ce que vous voyez tout à l'heure en matière de clauses démembrées. Il faut que je vous rappelle que au moment où la loi TEPA a prévu l'exonération de droits de succession du conjoint, l'administration considérait, pour ce qui concerne les capitaux démembrés versés donc, dans le cadre des transmissions, considérait que c'était l'usufruitier qui était redevable du prélèvement de 20% en matière de capitaux d'essai. Ce qui faisait que lorsque le conjoint était usufruitier en matière de clause bénéficiaire, eh bien ma foi, comme l'usufruitier était exonéré, puisque le conjoint ne supporte plus d'impôts, eh bien la totalité des capitaux d'essai était transmise en exonération de prélèvement. Et ce qui faisait qu'ensuite, sur ces capitaux, les capitaux étaient ensuite transférés au décès du conjoint au profit donc, des enfants, et tout ça sans payer le moindre droit ni le moindre prélèvement. Là, l'administration, dans le cadre de la réforme du patrimoine, est venue modifier et bouleverser donc, cet environnement en disant, bien écoutez, désormais, on prévoira une taxation à la fois pour l'usufruitier et pour le nu propriétaire. Donc voilà en gros tous les avantages que présente l'assurance vie. Et là, en fait, les clauses démembrées présentent toujours un avantage dans la mesure où, en cas de transmission par une clause bénéficiaire démembrée avec comme usufruitier le conjoint reste exonéré. Donc vous restez à pouvoir transmettre à hauteur de la quote-part correspondant à l'usufruit un capital qui ne sera pas taxé, ni en matière de succession, ni en matière de prélèvement sur les capitaux d'essai. Donc voilà, l'assurance vie est un très très bel outil, encore une fois, pour organiser sa transmission et aussi organiser donc, sa retraite.